n'a jamais été président des États-Unis, mais Henry Kissinger a tout autant façonné l'histoire du monde. Secrétaire d'État de Richard Nixon et Gerald Ford entre 1969 et 1977, Kissinger a notamment initié la politique de détente avec l'URSS et contribué au dégel des relations entre les États-Unis et la Chine. Il s'est aussi consacré au Moyen-Orient, où il a mené des négociations avec Israël, la Syrie et l'Égypte lors de la guerre du Kippour en 1973. La même année, Kissinger remporte le prix Nobel de la paix pour avoir tenté de mettre fin à la guerre au Vietnam. Au moment où je recevrai le prix avec mon collègue, pour avoir cherché la paix au Vietnam, j'espère que cette occasion marquera la fin. Un prix Nobel critiqué car la guerre a duré jusqu'en 1975. Adepte de la réelle politique, sa carrière est marquée par des événements sombres, comme le soutien des États-Unis au coup d'État du dictateur Pinochet au Chili. Né en Allemagne dans une famille juive en 1923, Kissinger fuit le régime nazi à l'adolescence pour s'installer aux États-Unis. Après un passage dans l'armée et des études à Harvard, il deviendra un diplomate aussi écouté que controversé. Au micro de France 24 en 2009, il racontait le moment où il avait appris la chute du mur de Berlin. Je pensais que ça arriverait d'un point de vue historique, mais j'étais stupéfié. Et j'ai regardé pendant toute une journée à la télévision les images de gens des deux côtés du mur qui se retrouvaient sur la ligne de démarcation. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Kissinger est resté un fidèle conseiller des présidents. George W. Bush l'a notamment consulté avant de lancer la guerre en Irak. Kissinger y était favorable. Plus tard, il reconnaîtra que la victoire militaire des États-Unis était impossible. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Monsieur Cohen, bonsoir. Ah, je crois que vous avez eu un petit problème de connexion. En attendant qu'il revienne. Ah, si, vous êtes là. Non, je ne suis pas là. Ouais, si, je suis là. Hein. Ouais, vous êtes là, je vous entends. Par contre, je ne vois pas. Voilà, vous n'avez pas la cam. Alors, voilà. Voilà, ah, c'est bon. Voilà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc merci encore pour votre disponibilité. Chronique hebdomadaire avec vous. J'ai mis en préambule, bien sûr, le décès donc, du centenaire qui avait tant d'influence sur le monde. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le personnage, Monsieur Cohen? Bon, vous savez, ces diplomates, ils ont deux faces. La face cynique, machiavélique, qui n'en ont rien à foutre des pertes humaines par milliers, par millions, et qui servent les intérêts de leur État, c'est-à-dire les intérêts du complexe militaro-industriel américain. Et une face, là par exemple, quand il dit en 1973, bon, il était temps de faire la paix au Vietnam, etc., tout simplement parce que les États-Unis se rendaient compte que 10 ans de guerre, ils n'allaient pas gagner cette guerre et qu'il y avait un mouvement de contestation aux États-Unis tel que le système risquait vraiment de s'écrouler. Moi, je me souviens de cette époque, les universités américaines étaient en ébullition. D'ailleurs, au moment où il parlait de paix au Vietnam, il avait organisé le coup d'État, un des coups d'État les plus sanglants, les plus dramatiques de l'histoire des relations internationales, celui de Pinochet. Renverser un gouvernement élu, démocratiquement élu, pour installer un général sanguinaire qui a fait assassiner des milliers de gens, torturer, on prenait les militants dans des hélicoptères, on les jetait
ils allaient en mer et ils Il n'a jamais été président des États-Unis, mais Henry Kissinger a tout autant façonné l'histoire du monde. Secrétaire d'État de Richard Nixon et Gerald Ford entre 1969 et 1977, Kissinger a notamment initié la politique de détente avec l'URSS et contribué au dégel des relations entre les États-Unis et la Chine. Il s'est aussi consacré au Moyen-Orient, où il a mené des négociations avec Israël, la Syrie et l'Égypte lors de la guerre du Kippour en 1973. La même année, Kissinger remporte le prix Nobel de la paix pour avoir tenté de mettre fin à la guerre au Vietnam. Au moment où je recevrai le prix avec mon collègue, pour avoir cherché la paix au Vietnam, j'espère que cette occasion marquera la fin. Un prix Nobel critiqué car la guerre a duré jusqu'en 1975. Adepte de la réelle politique, sa carrière est marquée par des événements sombres, comme le soutien des États-Unis au coup d'État du dictateur Pinochet au Chili. Né en Allemagne dans une famille juive en 1923, Kissinger fuit le régime nazi à l'adolescence pour s'installer aux États-Unis. Après un passage dans l'armée et des études à Harvard, il deviendra un diplomate aussi écouté que controversé. Au micro de France 24 en 2009, il racontait le moment où il avait appris la chute du mur de Berlin. Je pensais que ça arriverait d'un point de vue historique, mais j'étais stupéfié. Et j'ai regardé pendant toute une journée à la télévision les images de gens des deux côtés du mur qui se retrouvaient sur la ligne de démarcation. Après avoir quitté la Maison-Blanche, Kissinger est resté un fidèle conseiller des présidents. George W. Bush l'a notamment consulté avant de lancer la guerre en Irak. Kissinger y était favorable. Plus tard, il reconnaîtra que la victoire militaire des États-Unis était impossible. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Monsieur Jacob Cohen. Monsieur Cohen, bonsoir. Ah, je crois que vous avez eu un petit problème de connexion. En attendant qu'il revienne. Ah, si, vous êtes là. Non, je ne suis pas là. Ouais, si, je suis là. Hein. Ouais, vous êtes là, je vous entends. Par contre, je vois pas. Voilà, vous n'avez pas la cam. Alors, voilà. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc merci encore pour votre disponibilité. Chronique hebdomadaire avec vous. J'ai mis en préambule, bien sûr, le décès donc du centenaire qui avait tant d'influence sur le monde. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le personnage, Monsieur Cohen? Bon, vous savez, ces diplomates, ils ont deux faces. La face cynique, machiavélique, qui n'en ont rien à foutre des pertes humaines par milliers, par millions, et qui servent les intérêts de leur État, c'est-à-dire les intérêts du complexe militaro-industriel américain. Et une face, là par exemple, quand il dit en 1973, bon, il était temps de faire la paix au Vietnam, etc., tout simplement parce que les États-Unis se rendaient compte que 10 ans de guerre, ils n'allaient pas gagner cette guerre et qu'il y avait un mouvement de contestation aux États-Unis tel que le système risquait vraiment de s'écrouler. Moi, je me souviens de cette époque, les universités américaines étaient en ébullition. D'ailleurs, au moment où il parlait de paix au Vietnam, il avait organisé le coup d'État, un des coups d'État les plus sanglants, les plus dramatiques de l'histoire
des relations internationales, celui de Pinochet. Renverser un gouvernement élu, démocratiquement élu, pour installer un général sanguinaire qui a fait assassiner des milliers de gens, torturer, on prenait les militants dans des hélicoptères, on les jetait, ils allaient en mer et ils jetaient les gens en haute mer. Enfin, je veux dire, et ça, c'est Kissinger. Donc, c'est, comment dire, c'est malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, on présente quelque part un homme qui a beaucoup de talent. Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a des qualités intellectuelles manifestes, mais c'est un agent des intérêts les plus cupides, les plus totalitaires de son pays, et il a sacrifié des millions de gens pour l'intérêt du complexe militaro-industriel américain. Mais par contre, je voudrais dire deux mots sur le Moyen-Orient. Kissinger et le Moyen-Orient, c'est lui qui a façonné, comment dire, un peu le nouveau visage du Moyen-Orient. Vous savez, quand il y a eu la guerre de 1973, bon, il a installé un pont aérien massif vers Israël, des dizaines d'avions chaque jour qui déversaient des tonnes de matériel militaire. C'est ce qui a permis d'ailleurs de sauver le régime israélien, parce que quand même les Égyptiens avaient franchi le canal. Et bon, on ne sait pas, mais en tout cas, présenter une menace. Mais ce qui est intéressant, enfin, ce qui était absolument phénoménal, c'est qu'il a réussi à sortir l'Égypte, isoler l'Égypte de la Ligue arabe pour qu'elle signe une paix séparée avec Israël, ce qui était absolument inimaginable à l'époque. Et d'ailleurs, l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe parce que c'était impensable qu'un pays arabe fasse la paix séparée avec Israël. Et donc, finalement, c'était le début d'un découplage. Il a réussi à diviser profondément le monde arabe, à instaurer l'idée qu'on pouvait faire une paix séparée avec Israël, parce que si ce diplomate qui avait reçu le prix Nobel, enfin c'est une farce, s'il voulait vraiment la paix au Moyen-Orient, mais il y avait une résolution de 1969 du Conseil de sécurité, la résolution 242, qui posait les bases d'une paix régionale. Et on aurait eu la paix. Et c'est quoi cette résolution? Abandonner les territoires occupés en 1967, ça veut dire le Sinaï, le Golan et la Cisjordanie, et trouver une solution raisonnable aux réfugiés palestiniens. Et on aurait eu la paix. Et à l'époque, il n'y avait pas, la colonisation n'avait pas encore démarré à grande échelle. Mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de diviser le monde arabe, de séparer le pays le plus influent du monde arabe du reste du monde arabe, l'Égypte, que l'Égypte fasse la paix avec Israël, elle obtiendrait des crédits, etc. Et d'ailleurs, l'Égypte avait introduit un système libéral économiquement. C'est ce qu'on appelait à l'époque en Égypte l'infitah, ça veut dire l'ouverture du pays à l'économie mondiale. Par contre, il n'a rien dit sur le Golan et il a donné carte blanche à Israël pour coloniser la Cisjordanie. Voilà. Et donc, il a introduit le germe des normalisations futures sans que le problème palestinien soit résolu. C'est ça l'idée principale de Kissinger. Voilà, bon, ben, s'il y a des questions, je commence à avoir un peu de la voix qui s'en va. Bon.
Pas de souci, Monsieur Cohen. Juste, il y avait une réaction là sur YouTube. Kissinger avait même menacé le roi Faisal d'Arabie Saoudite de guerre et d'invasion quand il a fait un embargo sur le pétrole en soutien pour les Palestiniens. Bon, ça, ce sont, comment dire, il y a toujours eu des rumeurs comme ça, voilà. Bon, moi, je pense que, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont, qu'a fait l'OPEP? D'ailleurs, ce n'était pas l'Arabie Saoudite, c'était tout l'OPEP qui a multiplié les prix du pétrole en 73 par 3 ou 4. Mais pourquoi ils l'ont multiplié par 3 ou 4? Parce que le prix du baril du pétrole était à 2 dollars. Est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, il est à 90 dollars. Jusqu'en 113, le monde le payait à 2-3 dollars. C'est une arnaque monumentale. Et l'OPEP a profité de la situation pour dire on va multiplier par 4. Mais même multiplié par 4, ça arrivait à 12-14 dollars. Et moi, je soupçonne que, à mon avis, l'Arabie Saoudite a dû faire ça en accord avec l'Amérique. Parce que l'Amérique aussi en profitait. Quand vous savez, il ne faut pas. Moi, je ne crois pas du tout à ce genre bon, déjà aujourd'hui, c'est vrai que l'Arabie Saoudite tente de s'émanciper de la tutelle américaine, mais dans les années 70, l'Arabie Saoudite ne pouvait pas, le roi saoudien ne pouvait pas éternuer sans que le président américain lui tende un Kleenex. Enfin, je veux dire, c'était inenvisageable. Voilà. Effectivement, le litre de Coca-Cola valait plus cher qu'un litre de pétrole à l'époque. Exactement. Non, mais c'était un scandale. C'était un scandale. Voilà. Je veux dire, vraiment, enfin, les pays pétroliers ont bradé leur pétrole pendant un demi-siècle. Ils l'ont quasiment. Vous savez, c'est un peu comme l'uranium au Niger, par exemple. On a découvert, enfin, grâce au coup d'État qu'il y a eu au Niger, on a appris que le Niger vendait son uranium à la France et c'est la France qui décidait du prix. Enfin, imaginez un peu. Donc, aujourd'hui, le Niger, il a multiplié son prix par je ne sais pas combien d'uranium. Donc, le pétrole, bon, ils ont profité, mais à l'époque, c'était l'Arabie Saoudite qui donnait le là à l'OPEP, et je ne crois pas que. D'ailleurs, l'Iran, à l'époque, était dirigé par le Shah, donc était un grand allié des États-Unis. Donc, les deux grands pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite, n'auraient pas pris une telle mesure qui irait à l'encontre des intérêts fondamentaux des Américains. Il ne faut pas raconter des histoires. Oui, alors il y a eu aussi des rumeurs avec le gaz algérien, comme quoi il y avait comment dire, la France prenait le gaz algérien gratuitement depuis son indépendance jusqu'à il y a très peu. Ah, c'est possible, je ne sais pas, je suis incapable de dire, enfin de me prononcer, mais ça m'étonnerait quand même, gratuitement, ça m'étonnerait, mais bon. Enfin, il y avait peut-être des termes des accords particuliers, je ne sais pas. Ouais, il y a eu des négociations lors des accords d'Évian, et je pense que tout ce qui était officiel, et peut-être que c'est marqué effectivement sur un papier, mais tout ce qui était non officiel, voilà. Oui, oui. En tout cas, j'aurais été étonné que Boumedienne, qui était un grand nationaliste, j'aurais été surpris que Boumedienne ait accepté de respecter un tel accord s'il avait été signé à l'époque par le FLN. Enfin, voilà. Non, mais justement, effectivement, d'autant plus que Boumedienne est à l'origine de la nationalisation justement de la Sonatrach. Alors, quand même, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent ce soir avec Monsieur Cohen, donc échange questions-réponses, n'hésitez pas, il répondra aux questions pour une petite heure avec nous si tout va bien.
S'il y a des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Sur les plateformes, j'ai mis le lien StreamYard, et sur Twitter, vous connaissez la façon de faire. Vous demandez. Je voudrais dire 2 mots sur la situation. La situation de Gaza, enfin, à mon avis, comme j'avais exprimé l'intuition, c'est que les Israéliens vont lever le pied comme s'ils allaient faire une fleur à la communauté internationale en disant, bon, voilà, mais ils auront quand même mené une expédition punitive très meurtrière. Mais malheureusement, en contrepartie de cette, entre guillemets, comment dire, baisse de régime ou d'intensité ou de retenue, entre guillemets, évidemment, hein. Le régime sioniste a lâché les chiens en Cisjordanie. C'est vraiment, là on assiste à des scènes, mais carrément de meurtre, de confiscation, de pillage. Enfin, c'est juste hallucinant. Et malheureusement, ça se passe dans quasiment un silence complice des médias. C'est terrible ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Très bien, merci. Alors, avant de donner la parole à Faisal, si tu veux prendre la parole, tu me dis, tu lèves la main, je te donne la parole sans problème. Justement, là, il y a un commentaire qui… Bon, alors, Kissinger, c'est quoi son opinion? Il faudra revoir le début du live, donc vous verrez le replay. Monsieur Cohen en a déjà parlé. Moi, on va basculer sur un autre sujet. À moins que… Alors, Faisal, je te donne la parole. Vas-y, à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Attitude, bonsoir Monsieur Claude. Bonsoir. Pouvoir discuter avec Monsieur Cohen. Donc, je vais vous poser une petite question assez rapide pour revenir sur un sujet que vous avez abordé la semaine dernière par rapport aux victoires politiques d'Israël dans le génocide en cours là. Moi, j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous parler. Parce que je pense choquer un peu les gens, mais à mon avis, parler politique, parce que sur la guerre sur le terrain, je vous donne mon avis et puis je voudrais après avoir votre vote. Pour moi, Israël a complètement perdu cette guerre sur le terrain. Il aura fallu plus de 20 jours pour encercler Gaza Nord, qui est équivalent d'un ou deux arrondissements parisiens. Ils ont fait 2 percées de 400 mètres vers les hôpitaux. On entend mal, c'est haché. Hein. Ouais, on t'entend pas très bien. C'est vrai qu'il y a un bruit de fond derrière. Faisal, si tu peux améliorer ça. Le son est entrecoupé. Hein. C'est haché, le son, là. Est-ce que c'est mieux comme ça, Altitude? Allez-y, vas-y, Faisal. Oui, donc pour moi, ils ont perdu la guerre. Là, il y a des sources israéliennes qui parlent de 3000 morts du côté de Tsahal. Et je n'ai plus le nombre en tête pour le nombre de blessés, mais c'est aussi un très grand nombre. Et je voulais avoir votre avis par rapport à ce point-là. Est-ce que vous avez suivi un peu les combats et est-ce que vous avez un avis là-dessus, M. Cohen, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a dit, Wari, s'il vous plaît? Alors, la question, en gros, c'était sur le plan militaire. Oui. Alors, voilà, sur le plan militaire, lui, il a donné son avis, en fait, qu'effectivement, Tsahal aurait perdu sur le plan militaire. Et ça, c'est son avis. Maintenant, il voudra avoir le vôtre à ce sujet. Mis à part, bien sûr, les bombardements, on est d'accord. Hein, on ne parle pas de bombardements, on parle de sur le terrain. Voilà. Non, bon, sur le terrain, je regrette de le dire, mais Israël n'a pas perdu, loin de là. C'est-à-dire que comment dire, ils font ça avec beaucoup de réserve, de circonspection. Ils n'attaquent pas de manière frontale le Hamas parce qu'ils savent dans les tunnels, etc. Mais disons, ils sont arrivés, enfin,
de ce que j'ai pu comprendre, ils sont arrivés quand même à détruire, grâce au bombardement bien sûr, une grande partie des structures. En fait, le but des Israéliens, c'est quoi? Le but des Israéliens à Gaza, enfin en tout cas la ville de Gaza, c'est de rendre la vie impossible au futur pour une population palestinienne. C'est-à-dire, comme disait Mao Tse-tung, les guérilleros doivent être comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire des gens qui baignent dans une population et qui est dans laquelle ils trouvent de l'aide, etc. Or, la tactique de rendre quasiment, hein, bien sûr, la vie impossible aux habitants de la ville de Gaza, s'entend, et aux alentours. Ça veut dire ils ont détruit les écoles, le commerce, les mosquées, les églises, les hôpitaux, les universités, tout ce qui pouvait rendre la vie, les administrations, tout ce qui pouvait rendre la vie possible, les logements. Il y a eu 200 000 logements qui ont été détruits. Et donc, en fait, c'est assécher le terrain dans lequel baignait le Hamas, c'est-à-dire cette population avec laquelle il était en osmose, sur laquelle il pouvait compter. Je pense que c'était la technique, en tout cas l'objectif politico-militaire des Israéliens. Voilà. Et sur ce plan, malheureusement, je pense quand même qu'ils ont atteint une partie de leur objectif. C'est-à-dire qu'ils ont probablement vu la difficulté et l'impossibilité, malgré leur prétention de battre militairement le Hamas. Ça veut dire d'obliger le Hamas à se rendre. C'est ça, battre militairement. Bon, à mon avis, c'était des gueulantes. Ils savaient, enfin, c'était impossible. Bon, en tout cas, ils s'en sont rendus compte. Et donc, ils ne recherchent pas, à mon avis, ils ne recherchent pas cet objectif parce qu'ils ne l'atteindront jamais. Mais par contre, ils ne peuvent pas être battus militairement parlant. C'est-à-dire que le Hamas, il résiste en se terrant dans le tunnel. Ou alors il sort, des guérilleros sortent, il faut un petit coup et il rentre, il retourne dans les tunnels, etc. C'est-à-dire que il y a, je sais pas moi, il doit y avoir des milliers de militaires avec des tanks, des hélicoptères, etc. Je vois mal comment le Hamas peut faire reculer, peut faire sortir de Gaza l'armée israélienne. C'est ça, battre l'armée israélienne. Donc, et d'ailleurs, le Netanyahou a annoncé hier, ou aujourd'hui, enfin j'ai posté ça, qu'ils allaient construire la première colonie à Gaza, qui va s'appeler Ophir. Bon. Et donc, en fait, le plan, c'est ça, des Israéliens, à défaut de neutraliser le Hamas, qui n'arriveront jamais à réaliser, ils vont rendre la vie impossible, en tout cas pour la plus grande partie de la population gazaoui. Et ils peuvent, à mon avis, ils pourraient, s'ils ne l'ont pas déjà fait, occuper déjà peut-être une dizaine de kilomètres, 5 ou 10 kilomètres, je ne sais pas, ou 15 kilomètres dans le nord de Gaza, et de manière à l'accaparer. Voilà. Et petit à petit, c'est-à-dire que pour eux, pour les Israéliens, tel que j'imagine leur tactique, s'ils abandonnent vis-à-vis de la communauté internationale en faisant une fleur, etc., en disant bon, on arrête les bombardements, mais ils ont déjà tout détruit, presque. Donc, voilà, ils pourraient faire un geste, entre guillemets, et arrêter les bombardements, mais continuer quand même une forme d'occupation lente, du harcèlement, parce qu'ils ont la supériorité aérienne, des missiles, de la surveillance, etc. Et petit à petit,
comment dire, repousser une population qui a déjà quitté, il y a des centaines de milliers de Gazaouis qui ont quitté la ville de Gaza, parce que la vie est irrespirable. Bien sûr, il y a des gens qui sont restés et qui resteront. Mais malheureusement, vu le rapport de force, vu comment dire, la complaisance, pour ne pas dire la trahison, de la communauté internationale, et j'inclus les pays arabes et les pays islamiques, vu la complaisance de la communauté internationale, bon, à partir du moment où il n'y a plus ces bombardements qui, soi-disant, heurtaient la bonne conscience de l'Occident et des populations internationales, eh ben, on va laisser Israël faire un travail de sape, de nettoyage à petite dose et éventuellement de colonisation. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de Faisal. Faisal, tu veux rebondir? Non, merci, je voulais avoir l'avis était clair, donc très bien, je vais laisser la parole, il y a d'autres gens qui vont leur poser des questions. Merci encore à vous deux. Merci à toi, Faisal. Alors, Monsieur Cohen, on a vu une délégation d'un certain nombre d'avocats, dont le plus connu, Maître Devers, Gilles Devers, oui, Gilles Devers, oui. Voilà, qui s'est rendu en Algérie, reçu par le président algérien, pour justement discuter. Je crois qu'il y avait sur 2 jours, là, 28-29 ou 29-30, justement de cette procédure devant la Cour pénale internationale. Donc, il y a une démarche qui est entreprise, qui est sérieuse. Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse faire reculer déjà Netanyahou dans sa démarche de vouloir annexer Gaza ou de vouloir… voilà. Pas du tout. Le drame avec les Israéliens, c'est un État voyou. Il est plus voyou que les Américains. C'est pour vous donner une idée. On a trouvé un État pire que l'Amérique en termes de voyoucratie, en termes de cynisme, en termes de machiavélisme, en termes de violation des droits de l'homme, en termes de crimes de guerre. On a trouvé mieux ou pire, c'est Israël par rapport aux Américains. Voilà. C'est un pays qui ne recule devant rien et qui ne reculera devant rien. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a le soutien inconditionnel de l'Occident. Bon. Et il bénéficie de neutralité complaisante ou bienveillante de la presque totalité du monde, à part quelques États, etc. Mais franchement, on n'a pas vu la Chine et la Russie et l'Inde, comment dire, taper du poing sur la table. On n'a pas vu les États arabes et islamiques taper des poings sur la table. Voilà, bon. Alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire que l'ONU, par exemple, il y a 2 jours, c'était pathétique, l'ONU a voté une résolution exigeant qu'Israël se retire du Golan syrien. C'est une plaisanterie. C'est-à-dire que les délégations américaines, israéliennes ont dû rigoler. En fait, c'est pour ça que, bien sûr, c'est important ce que fait Gilles Devers. Il le fait avec 300 avocats internationaux. D'accord, ça va porter un coup à l'image d'Israël, à sa prétendue démocratie, etc. Mais le problème, c'est qu'Israël s'en fout. Voilà, c'est ça le drame. Et il n'y a, je ne vois aucune instance, même si, d'abord, la CPI va vouloir, enquêter sur place. Mais les Israéliens ne vont pas les laisser rentrer. Ils font ce qu'ils veulent à Gaza. Vous savez, j'ai dit peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le blocus de Gaza est totalement illégal. Il a été décidé unilatéralement. Bien. Mais aucun pays n'a osé dire ou contester ce blocus, sauf la Turquie en 2010, qui a envoyé une flottille pour briser le blocus. Mais
cette flottille de civils a été bombardée par les Israéliens. Donc, et voilà, on se trouve devant un État qui fait ce qu'il veut parce qu'il est soutenu à fond par l'Occident. Regardez comment l'Occident a perdu, enfin, je veux dire, il perd même le fondement qui a fait sa valeur, sa démocratie, l'état de droit, etc. De tous les principes sur lesquels a été construit l'Occident ont été battus en brèche. Bon, on l'a vu avec le Covid, avec la vaccination, etc. Mais là, aujourd'hui, il est interdit de manifester pour la Palestine. Enfin, je veux dire, dans quel pays on est? C'est juste incroyable. Et je parle de la France, de l'Allemagne et d'autres pays. Vous savez, il y avait, enfin, il y a un cinéaste américain, juif, qui a fait, je l'ai posté sur mon compte Telegram. Il s'appelle Rapaport. Et il a dit, juste pour vous dire à quel point est arrivée l'arrogance judéo-sioniste. Ce Rapaport, apparemment, il est connu aux États-Unis, et il a dit, nous avons fait une liste de tous ceux qui ont osé critiquer Israël. Et vous verrez, vous n'aurez plus de travail. On va vous pourchasser, vous gagnerez plus d'argent. Est-ce que vous imaginez, on est dans un pays soi-disant démocratique. Imaginez si quelqu'un avait dit, on fait une liste des Israéliens ou des Juifs. Enfin, c'est juste hallucinant. Ils se permettent ce qu'ils veulent. Voilà, le drame, c'est ça. Donc, OK, la CPI, si la CPI va vouloir envoyer des... vous savez qu'Israël a refusé l'entrée en Cisjordanie de parlementaires européens, des membres du Parlement européen qui voulaient aller en Cisjordanie. Israël leur a dit non, vous n'entrerez pas. Voilà. Et qu'a fait l'Union européenne? Eh bien, elle a mangé son chapeau et elle a dit bon, ben voilà, c'est tout. C'est un État voyou, c'est un État qui peut faire ce qu'il veut. Donc, la CPI, d'abord, elle ne pourra pas enquêter ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Bon. Elle pourra récolter des témoignages à l'extérieur. Et après, admettons qu'elle condamne. Bon, je veux dire, ça leur fera ni chaud ni froid. Voilà, le drame, malheureusement, c'est qu'on est devant une communauté internationale qui est complice d'Israël, soit qui ne sait pas, comme peut-être la Chine, la Russie ou d'autres pays, qui ne savent pas comment gérer cet État voyou. Voilà. Il ne faut pas oublier que cet État dispose de la bombe atomique et il a les lanceurs. Il a peut-être une soixantaine, 80, 100, selon les estimations, et que ce sont des gens très chatouilleux. On l'a vu, enfin, je veux dire, c'est des monstres. Ce sont des monstres. Voilà. Mais malheureusement, il y a une réalité. Ce sont des monstres qui sont capables de tout. Voilà. Le monde a créé un Frankenstein qu'il ne sait plus comment gérer. Voilà. Très bien, merci M. Cohen pour votre réponse. On va donner la parole à Mélo Nitro. Oui, bonjour. Bonsoir. Excusez, avec tout le respect, le monsieur qui parlait avant, c'était monsieur Jacob Cohen qui parlait là? Comme intitulé Chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Donc, si vous avez une question, je vous invite à la poser. Merci. Oui, merci. Donc, avec tout le respect, monsieur Jacob Cohen, quand même, vous portez le nom de Jacob. Et vous parlez, je ne sais pas, d'une drôle de manière quand même du peuple juif. Vous êtes un juif laïque, parce que dans ces laïque, vous avez sûrement connu la Shoah, donc vous avez peut-être remplacé la Torah par la Shoah, j'imagine, pour avoir autant de ressentiment par rapport au peuple juif. Vous savez, parmi tous les peuples, c'est peut-être le moins, comment dire, qu'on pourrait accuser de colon, puisque finalement,
tous les Romains, enfin tous les autres pays autour sont des colons, mais le peuple juif qui revient sur sa terre est tout sauf un colon. J'imagine, si vous connaissez l'histoire de votre peuple, mais comme je vous entends parler, j'ai bien l'impression que peut-être qu'il faudrait vous convertir au judaïsme. Parce qu'avec un tel... Écoutez, madame, s'il vous plaît. Écoutez, madame, je suis un dictateur et je vais demander à celui qui tient les ficelles de vous couper la parole. J'en ai rien à faire de vos idées. Allez sur d'autres sites. Voilà. Moi, je ne discute pas avec des cons, avec des gens cinglés. Voilà. D'accord? Allez chercher ailleurs. Voilà, Wally, s'il vous plaît, vous dégagez cette personne-là. Voilà, c'est fait. Monsieur Panda, tu es là? Tu m'entends? Monsieur Panda, tu es monté. Est-ce que tu voulais poser une question à Monsieur Cohen? Sinon, je passe à autre chose. Oui, bah ouvre ton micro, vas-y. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est madame, pardon. Oui, c'est madame Panda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Cohen. C'est un vrai plaisir de parler en ce moment-là. En fait, je voulais juste dire que tout le monde vous apprécie très très bien parce que vous êtes une voix qui dit la vérité, quelles que soient les conséquences. Vous avez un courage à admirer. Et bon, j'avais des questions, mais en fait, avec dernière intervention, je pense que je vais laisser cette question pour un autre moment. Ok. Voilà, je vous remercie bien. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à la retrouver, cette question, ou la reposer tout à l'heure. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est sur YouTube avec nous. Je vais donner la parole à bonsoir, Marie-Christelle. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, Marie-Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là, vous nous entendez? J'aurais une question. Une question. Alors, Marie-Christelle a du mal. Donc, quand elle aura compris le fonctionnement, ou écrivez la question dans le chat et je la dirai à M. Cohen. Alors, Monsieur Cohen, moi je voulais donc, je ne sais pas si on en a fini avec, si on peut aller sur un autre sujet, on va revenir un petit peu sur l'actualité en France, vu qu'on est ici. Moi j'avais deux images à vous montrer et on la commentera derrière. D'accord. Alors. Voilà, donc là, on a cette première image. Je ne sais pas si vous l'avez vue déjà. Oui, je l'ai vu sur Telegram, oui. D'accord. Et je vais vous montrer la deuxième. Oui. Petite seconde. Voilà. Partage, là. Bon, c'est la même image. Et là, on voit donc ah oui, d'accord. Que ça a été bâché. Voilà. Donc, pour expliquer un petit peu, parce que sur Twitter, ils n'ont pas l'image. Voilà. Donc, j'ai montré à M. Cohen cette image d'un pont sur l'autoroute en Haute-Savoie, à Annecy exactement, où c'était écrit donc les Arabes dehors. Et quelques jours sans réaction de l'administration de ceux qui gèrent les ponts et autoroutes en France, donc la DDE ou je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, il n'y a pas eu de réaction, ça n'a pas été effacé. Derrière, il y a eu une réponse de quelqu'un qui est monté, qui a modifié, qui a effacé dehors et qui a mis Vive les Arabes, voilà. Et aujourd'hui,
le pont, du moins comment dire, la DDE qui s'occupe de justement ça est montée sur le pont pour bâcher donc le temps de trouver des moyens techniques pour effacer les tags. Donc ils ont mis une bâche sur le mot arabe. Voilà. Donc Monsieur Cohen, Oui. ça c'est des conséquences de ce qui est arrivé dernièrement après le décès du jeune Français pas loin de Romans-sur-Isère en France, en Isère pardon, en région Rhône-Alpes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus un petit peu comment c'est C'est-à-dire, un petit peu mettre de l'huile sur le feu. ok, moi j'ai averti depuis que je fais des vidéos, depuis qu'il y a les réseaux sociaux et que je suis là-dedans. Je vous renvoie à ma conférence de Marseille en 2015 et d'autres d'ailleurs, où je disais que depuis les années 80, il y a un certain lobby qui a fait en sorte de rendre la vie impossible aux Arabes, c'est-à-dire d'empêcher la France, le pays, d'intégrer les Arabes, de leur donner la place qui leur revient de droit, de punir ceux qui commettent bien sûr des violations, mais les autres de les considérer comme des citoyens à part entière. D'ailleurs, on a fêté récemment la fameuse marche des beurs de 1983, où des dizaines de milliers de beurs avaient demandé l'intégration à la République avec le respect des valeurs républicaines. Et il y a un certain lobby qui n'a pas envie que cela se fasse. Et donc, on a mené ce lobby à pousser les autorités françaises, grâce au Sayanim, grâce à l'influence qu'il avait, etc., à criminaliser cette population, à la harceler, à l'opprimer. Regardez la dernière loi sur le séparatisme. Par exemple, imaginez un des meilleurs lycées de France, le lycée Averroès à Lille. Il est menacé, qui fait 100% au bac, etc. Eh bien, il est menacé, on a menacé, j'ai lu cette nouvelle il y a quelques jours, de le couper des subventions publiques. Tout est fait pour pousser les musulmans dans leur dernier retranchement, pour les énerver, pour les harceler, pour leur montrer qu'ici, il faut qu'ils rasent les murs, etc. Et donc, à un moment donné, cette politique, elle est en train de donner des résultats. Et les résultats sont là, c'est-à-dire, on peut bien sûr s'attarder sur un coup de couteau par-ci, des slogans par-là, des ratonnades, etc. Mais je crois qu'il faut remonter à l'origine de cette situation. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement français n'a jamais eu le courage, et on a aussi affaire à une police dont l'ADN est raciste, c'est-à-dire la police française depuis les années 40, 50, depuis la colonisation, a un comportement raciste. C'est dans son ADN. Ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On ne peut pas enlever à un flic français son envie, quand il voit un arabe, de l'insulter, de lui dire tes papiers, en le tutoyant. Vous savez, j'ai vécu, je vais vous dire, en 2005, il y a eu 2 jeunes qui sont morts. Dans quel pays au monde, deux gamins qui sont probablement nés en France ou qui sont arrivés très jeunes, qui se baladent à 5 heures de l'après-midi, d'accord? Eh bien, ils voient des flics au loin, ils se disent, oula, il faut se cacher. Dans quel pays au monde 2 gamins qui voient des flics cherchent à se cacher et ils sont électrocutés? Ça veut dire qu'ils ont intégré la terreur que ces flics leur inculquent. C'est-à-dire que, en fait, ils ont peur de l'arbitraire. Ils ne savent pas, quand vous avez affaire à l'arbitraire,
vous savez pas c'était des flics normaux qui respectent la population. Eh bien, ils auraient vu les flics. Vous savez, moi j'ai vécu en Allemagne et au Canada. Eh bien, les jeunes voient des flics, même s'ils ne les aiment pas, ils les saluent. Enfin, ou en tout cas, ils passent à côté sans avoir cette trouille. Eh bien, en France, il y avait un journaliste suisse qui était venu, qui a passé 3 mois dans la ville où sont morts les 2 gamins. Bon, malheureusement, je n'ai pas retenu le nom du journaliste suisse, mais vous pouvez me croire si vous voulez. Ils ont publié un livre et Libération, à l'époque, en a parlé. Et vous savez quelle a été comment dire, leur idée fondamentale? Ils ont dit, dans les quartiers, on se croirait dans un pays sous occupation. Dans un pays sous occupation. Voilà. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'il y ait ceci ou cela, etc. Mais on a créé cette situation. On l'a construite. Et malheureusement, au lieu de, je sais pas, au lieu de donner, au lieu de considérer les citoyens, enfin les Arabes comme des citoyens à part entière, normalement, voilà, eh ben on a créé ce racisme, cette volonté de les isoler, de les contenir. Et donc, voilà, et l'islamophobie est devenue un enjeu. Quand vous avez une femme comme Badinter qui dit à la télévision, enfin, je pourrais faire une vidéo d'1 heure là-dessus, ça n'a pas de sens. On le sait. Qui en France, quand il y a une émission sur les musulmans et l'islam, qui en parle? Des juifs sionistes, ça veut dire des Sayanim. Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, et quand la télévision admet un arabe, elle fait venir Chalgoumi. Mais quelle honte, mais quel mépris pour les Maghrébins. Il y a des dizaines de milliers d'intellectuels. Eh bien, le lobby fait venir Chalgoumi et il dit à cette communauté, voilà votre représentant et je vous emmerde. Et fermez votre gueule. Parce que c'est nous ici qui sommes les maîtres. Voilà. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, bien sûr, il y a des manipulations ici ou là, mais il y a ce sentiment, enfin, il y a cette tension, il y a cette mésentente qui, malheureusement, bon, c'est un fait, et qu'on a construite, qu'on a développée, et je ne sais pas comment on pourrait maintenant sortir de cette situation. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Je vais redonner la parole à Mme Christelle qui était montée tout à l'heure. Elle avait une question. Je vais voir si ça fonctionne. Sinon, elle a écrit la question. Je vais vous la lire plutôt. Alors voilà. Que pensez-vous alors, ne pensez-vous pas, malheureusement, que les médias, entre parenthèses, à voir aussi à quel niveau, nous présentent que Gaza, alors on revient du coup au sujet tout à l'heure de la Palestine, pour en réalité, bien entendu, détruire totalement la bande de Gaza pour le gaz et faire une plage privée. Vu que tout est privatisé là-bas, pour avoir un objectif, la Cisjordanie et la Jordanie, vu notre histoire culturelle, chrétienne, juive et musulmane. Voilà. Oui, j'ai vu la question, je la vois dans le chat, et elle est un peu, enfin bon, c'est un peu, enfin, bon, c'est pas très clair, mais bon. Bon, j'ai parlé des immenses gisements, il y a une semaine ou deux, je crois ici même, des immenses gisements de gaz qui sont au large de Gaza. Et donc, parce que jusqu'à présent, les Israéliens n'ont jamais cherché à faire un nettoyage ethnique à Gaza. Jamais. En tout cas, à ma connaissance, ils ont bombardé. Ça ne veut pas dire, voilà, ils ont bombardé, ils ont assassiné, mais il n'y a jamais eu un plan ou une tentative de plan de nettoyage ethnique. Voilà. C'est la première fois qu'ils l'expriment et qu'ils passent aux actes. Voilà. Et donc, apparemment, il y a un lien, on peut faire un lien avec la volonté. Vous savez, il y a quelques mois, l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne
se sont entendus pour exploiter en commun le gaz qui se trouve au large de Gaza. Bon. Et donc, il est probable que les Israéliens se sont dit, bon, c'est peut-être l'occasion de se débarrasser de cette population et en même temps de récupérer pour eux Gaza parce que les Israéliens sont un peu à l'étroit dans le territoire qu'ils occupent et s'ils pouvaient prendre le Gaza, ça serait déjà pas, ça serait intéressant. Voilà. Après le reste de la question, j'ai du mal à voir je sais pas Wari, moi j'ai du mal à avoir un fil, un sens à la question. Globalement, vous avez répondu. Moi, je pense que c'était par rapport à cette histoire de gaz et de plages privées. Ouais, pour avoir un objectif, la Cisjordanie et la Jordanie, vu que notre histoire culturelle chrétienne, juive, voilà. Alors, je vais peut-être la faire monter si elle peut éclaircir un petit peu. Voilà. Est-ce que vous pouvez apporter un éclaircissement à votre question? Non, elle n'est pas là. Tant pis. Alors, maintenant, on va prendre une dernière question, Monsieur Cohen. C'est Sofiane qui est avec nous. Salam alaikum, Sofiane. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui. Bien. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'entends pas vos réponses. Ah, tu nous entends pas? Coupé. Là, c'est mieux? Nous, on t'entend, hein. Nous, on t'entend. Oui. Ouais, je m'entends que moi, c'est pas grave. Je vais poser une question, c'était par rapport, en fait, à ces attaques qui sont intervenues donc il y a à peu près un mois, et j'avais dans l'idée, moi, que ça pouvait être lié au fait que le rêve messianique de certains juifs serait l'établissement du Grand Israël. Donc je me suis dit que c'était sans doute des attaques préméditées, d'autant qu'il y avait des symboles subliminaux qui datent de 2012, qui ont été dessinés sur le magazine The Economist en 2012, détenu par de grands milliardaires juifs. Donc j'aurais voulu avoir votre avis par rapport à ça, quoi. Je pense que j'étais d'accord avec l'analyse de M. Cohen sur le fait que les services israéliens, aussi puissants qu'ils sont, ne pouvaient pas ne pas être au courant de ce qui allait se tramer, quoi. Donc j'aurais voulu avoir l'avis de M. Cohen, s'il vous plaît. Alors, sur quoi? Sur le Wari, est-ce que... Je m'entends pas. Est-ce que sur le 7 octobre, vous voulez qu'on revienne sur le 7 octobre, c'est ça, ou sur le messianisme? Oui, c'est ça, les attaques. Sur les attaques du 7 octobre. Okay. Les attaques, ce qui est sûr déjà, c'est que, oui, c'est ça. Les attaques. Il ne pouvait pas. Bon, on a du mal à imaginer que 1000 combattants à peu près traversent la frontière avec des deltaplanes, avec des camions, enfin, etc., des véhicules, sans que, parce qu'ils ont toute la frontière. Vous savez, il y avait une soldate israélienne, j'avais publié la vidéo il y a un mois à peu près, qui disait on a tellement cette frontière, il y a tellement des senseurs, ils sont tellement sensibles que même un oiseau qui passe, il détecte. C'est-à-dire, ça, il y a une alerte. Bon. Mais ce qu'il y a, deuxième chose, à la limite, admettons qu'il n'ait pas vu tout de suite l'arrivée de ces centaines de combattants. Mais ça, on le sait, on sait que les principaux responsables de tous les services de sécurité, etc., on peut dire l'État profond militaire sioniste étaient réunis dans une salle et ils ont attendu 5 heures pour lancer la contre-attaque ou pour se défendre. Quand on attend 5 heures, c'est qu'il y a un problème.
un autre élément, quand on a envoyé des hélicoptères bombarder, soi-disant bombarder les guérilleros de Gaza, le Hamas, le Djihad islamique, etc. Ils ont bombardé sans distinction. Ils ont tué des centaines d'Israéliens. On le sait aujourd'hui. Donc, il y a quand même des éléments qui montrent que même s'ils ont été pris par surprise, admettons, mais ils ont fait en sorte que ça se termine par un carnage. Voilà, ça c'est quasiment, c'est un fait. Voilà. Alors, je n'ai pas très bien chimaqué. Bon, je ne sais pas la deuxième partie de la question de Sofiane. Je crois qu'elle portait sur le messianisme, quelque chose comme ça, non? Ou Ali, si vous avez une idée. Ben, il est là. Sofiane, tu nous entends? Et le grand Israël. Ah oui. Alors, le grand Israël, il ne faut pas l'imaginer. C'est, comment dire, c'est un mythe. C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens qui dessinent un grand Israël jusqu'à l'Euphrate. Bon, il ne faut pas. C'est pas que les sionistes ne seraient pas intéressés, mais ils n'auraient pas des populations pour l'occuper. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas. Voilà. Donc, le grand Israël, c'est juste une idée, mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que ce pays, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde qui n'a jamais défini ses frontières. Voilà. Et d'ailleurs, malheureusement, ce que je reproche aux pays arabes qui ont normalisé avec Israël, c'est que, en général, quand on signe un traité avec un pays, surtout un traité de paix, on lui demande à ce pays, OK, moi je veux bien te reconnaître, mais dans quelles frontières? Donne-moi les frontières que tu désires, que tu souhaites, que tu veux pour ton pays. Voilà. Et malheureusement, même les pays arabes qui ont signé la paix avec Israël ont signé la paix avec un pays dont les frontières restent ouvertes. C'est-à-dire que les Israéliens ont une vue sur l'autre rive du Jourdain, ça veut dire une partie de la Jordanie. Ça, un jour ou l'autre, ils le feront. Sur le Liban, ils n'ont pas perdu. Vous savez, en 67, ils ont occupé le Sinaï. Regardez comment dire, la mentalité sioniste. Et ils ont occupé, au sud du Sinaï, il y a un point qui s'appelle Sharm el-Sheikh. D'accord? Bien. Et il y a le plus grand chanteur de l'époque avait fait une chanson qui était très célèbre en Israël et qui disait ceci à peu près: Sharm el-Sheikh, nous sommes revenus pour toi et nous te garderons à jamais pour nous. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, Sharm el-Sheikh, pour beaucoup d'Israéliens, ça devrait être israélien. Donc, les Israéliens n'ont pas, ils ont toujours un objectif de prendre tout ce qui est à leur portée. Donc, ce n'est pas un grand Israël avec des frontières qu'on imagine qui vont jusqu'à l'Euphrate, etc. Mais c'est un pays, c'est un État ou un pays ou un territoire dont les frontières sont élastiques. C'est-à-dire, elles iront aussi loin que possible dès que les circonstances le permettront. Et donc, que l'Égypte ne se fasse pas d'illusions, que la Jordanie ne se fasse pas d'illusions, que le Liban ne se fasse pas d'illusions. Si un jour il y a une possibilité de leur grignoter du terrain, ils le feront. Et malheureusement, c'est dans l'ADN du sionisme
de vouloir s'accaparer de territoire et il le fera bon gré, mal gré, à moins qu'on ne l'arrête, mais je ne sais pas comment l'arrêter. Voilà, mon cher Wally, ça sera bon pour ce soir. Très bien, merci M. Cohen. Oui, on est à 1 heure, donc très très bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci aux personnes qui ont... Très bien. Bonsoir à tous. Voilà. Et à la semaine prochaine. Merci M. Cohen. Au revoir. Bonsoir. Voilà les amis, merci à celles et ceux qui ont participé. Alors sur YouTube, c'est pas évident, StreamYard, il faut pas laisser la plateforme YouTube tourner en même temps, sinon ça fait un écho. Voilà, quand vous montez, essayez de couper le son de la chaîne YouTube en même temps. Et puis préparez vos questions. Voilà. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel échange avec Jacob Cohen et bien sûr. On suit l'actualité. Merci à vous, à tous, sur Twitter aussi. Je vous remercie et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Excellente soirée à vous. Salam alaikum.